bonjour, bienvenue à tous à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui nous accueille aujourd'hui. La santé fait partie des droits fondamentaux de chaque enfant. D'après la Convention internationale, je vous rappelle que les États reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Il s'efforce de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'accès à ces services. Troubles mentaux en hausse, explosion du diabète, crise de la pédiatrie. Les professionnels, les différents acteurs du monde de la santé alertent sur cette situation critique, se mobilisent notamment sur cette journée qui est aussi votre journée parce que je vous précise qu'il y aura plusieurs temps d'échange aussi avec vous, avec la salle. Vous pourrez poser vos questions, interagir avec les différents experts qui vont se suivre sur les chaises derrière moi. Et avant de vous en dire un petit peu plus, je vais demander à Olivier Mousson, président de la Société d'encouragement et à l'innovation, et Vanessa Rally, organisatrice, de venir nous dire un petit mot d'accueil. Vous voulez là ou vous voulez prendre un micro à la main, comme vous préférez? Comme vous voulez. Généralement, je prends un micro comme ça, mais c'est parfait s'il y a un micro. Voilà. Donc, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. On m'a demandé de nous dire quelques mots sur ce qu'est la Société d'encouragement et pourquoi ça fait sens d'organiser cette réunion ici. La Société d'encouragement a été créée en 1801 par Bonaparte, à un moment donné où la France avait un peu de retard en termes d'innovation par rapport, en particulier par rapport à l'Angleterre. Et donc, depuis 220 ans, 30 ans, c'est le lieu de l'innovation. Ce n'est pas le lieu de l'industrie, même si ça s'appelle Société d'encouragement pour l'industrie. C'est l'innovation, industrielle, mais également commerciale, mais également sociale, environnementale. Donc, on est un peu l'ancêtre de l'INPI, parce qu'on pouvait déposer des brevets ici. On est l'ancêtre de la BPI, parce qu'on finançait les inventeurs. On est également l'ancêtre de la Cité des Sciences, puisque par exemple cette salle, c'était la salle d'exposition des machines. Et dès qu'il y avait innovation en France, eh bien, elle était montrée ici et quelqu'un venait faire une conférence pour en parler. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il s'est passé des choses incroyables, comme la première, là ça fait 130 ans, la première projection cinématographique cette année du cinéma au monde, c'était dans la salle d'en haut, qui est la salle justement Lumière. Alors simplement, quelles sont les leçons de tout ça? Qu'est-ce qu'a fait Bonaparte en 1801? Il a confié ça à Chaptal, qui était son ministre de l'Intérieur, mais également de l'économie en tant que tel. Et Chaptal a dit, si on veut rattraper notre retard, il faut d'abord réunir à un même endroit à la fois des scientifiques, à la fois des industriels, des entrepreneurs et des partenaires publics, voire des politiques. C'est pour ça que si vous regardez les membres qui ont fondé la Société d'encouragement, il y avait Chaptal, mais il y avait également Monge, il y avait Lafayette, il y avait Delessert, un financier, toute la société. Donc si on veut changer les choses, il faut s'y mettre tous ensemble. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'il a demandé à... Alors d'abord Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur, qui a créé les préfets, a dit à tous ces préfets, vous prenez votre carte à la Société d'encouragement. Et puis, vous allez repérer dans toute la France où se trouvent les innovations, qu'elles soient sociales, industrielles ou autres. Et la première opération, ça a été de faire un bulletin, et le bulletin existe depuis 1801, où on repère toutes les innovations et on décrit toutes les innovations. Et ce bulletin est envoyé dans le monde entier. Et on recevait également les bulletins d'autres sociétés savantes de l'époque. C'est pour ça qu'on a 20 000 ou 30 000 ouvrages ici depuis 1801. La deuxième chose, c'est effectivement d'aller également dans les territoires, d'avoir une relation internationale, mais également d'aller dans les territoires. Et Chaptal a dit à ses préfets, ben vous créez votre société industrielle d'encouragement. Il y en a eu comme ça des dizaines et des dizaines qui sont montées. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, en tant que président de la Société d'encouragement, j'essaie de faire la même chose, relation avec l'international, créer des sociétés d'encouragement dans chaque territoire, et puis surtout, de garder l'ADN, à savoir
des scientifiques, des entrepreneurs, mais également des politiques et des opérateurs. C'est pour ça qu'on est partenaire de la plupart des laboratoires de recherche en France. Et encore une fois, ça concerne certes l'industrie, mais ça concerne également les enfants. Alors, on a monté un fonds on va monter un fonds avec Solar Impulse sur les mobilités, par exemple. On va monter un fonds sur santé, sur l'aspect vieillissement de la population. Et effectivement, on est ravis de faire ça avec Vanessa sur les enfants. C'est un sujet d'actualité. Mais ça, je lui laisse la parole. Mais par exemple, c'est ici qu'est née l'idée d'interdire le travail des enfants en France. Autrement dit, bon, voilà. Donc à vous de jouer pour la suite. À toi de jouer, Vanessa. Merci à vous. Merci, bonne journée. Et merci de votre accueil dans ces locaux. Merci Olivier de ton accueil. Et merci de rappeler pourquoi on a choisi d'être ici avant tout, c'est-à-dire au cœur de l'innovation et l'innovation plurielle, co-construite, puisque c'est bien l'esprit qui nous anime. Donc juste un mot hyper bref pour vous dire merci d'abord à tous de votre mobilisation, de votre engagement, de votre soutien aussi. Et puis rappeler que ces rencontres, si elles sont évidemment le porte-voix d'abord d'une alerte, d'un cri d'alerte de la société, elles sont aussi et surtout le reflet d'une volonté d'agir ensemble, loin des silos, des réflexes un peu corporatistes, dans un esprit avant tout agile et pragmatique. C'est pour ça que nous allons d'abord vous présenter des solutions innovantes, simples, de prévention, de réconciliation, de promotion de la santé. C'est autant de modèles issus de la vraie vie qui devraient pouvoir essaimer partout dans le territoire sur la base de coopération publique, privée, société civile, élus locaux, associations de quartier, associations de patients, parce que l'urgence aujourd'hui, c'est la cohésion nationale face aux défis qui sont devant nous. Alors voilà, je vous souhaite des échanges fructueux et surtout la mise en place de partenariats pérennes. Merci Vanessa. Et j'en profite pour remercier tous les partenaires qui s'affichent là, sans qui la journée ne serait pas possible. Moi, je me suis pas présenté, je suis Damien Dubois, je suis journaliste santé. Je vais vous accompagner pendant toute cette journée. Je vais accompagner les différents échanges. Et comme Vanessa l'a dit, on va avoir à la fois des constats circonstanciés, mais aussi des focus sur certaines difficultés, comme l'obésité, aussi la prévention, la santé mentale cet après-midi, pour comprendre un peu tous les enjeux, les évolutions des indicateurs, tant physiques que psychiques, mais aussi de mettre en avant les solutions, surtout de mettre en avant les solutions efficientes issues du terrain pour améliorer la prise en charge globale des enfants, la prévention plus efficiente également. Donc sans plus attendre, vu que la journée va être très dense, je vais laisser le micro à Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, pour nous dresser un premier état des lieux de ce contexte sanitaire alarmant, comme on l'a dit. Est-ce que vous voulez venir au micro ou là assise, comme vous préférez? Voilà. Merci d'être là. Déjà, le Haut Conseil existe toujours, avec les difficultés qu'il y avait eu. Le Haut Conseil est en pleine forme. Super. Malgré quelques aléas de gens mal informés qui, eux, n'étaient visiblement pas suffisamment en forme. Donc, voilà. Le Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA. Le HCFEA a un triptyque, 3 conseils qui travaillent ensemble. Un conseil de la famille présidé par Hélène Périvier, un conseil de l'enfance que je préside, un conseil de l'âge présidé par Jean-Philippe Vincan, en tout 240 membres, et un travail en lien entre ces trois conseils qui montrent quand même un grand intérêt. Je vais vous parler d'une des parties des travaux du Conseil de l'enfance et de l'adolescence qui nous a occupés depuis 2021. Depuis 2021, les membres ont souhaité se pencher sérieusement sur les questions de santé mentale des enfants et des adolescents, après un certain nombre de rapports qui ont traité d'un tas de sujets. Et ce premier rapport est sorti en mars 2023. Il a montré des éléments que je vais décrire. Et nous avons été face à des données, des résultats, des constats qui, pour une part, étaient partagés
commençait à naître dans les prises de conscience, notamment après toutes les alertes liées à les troubles, les difficultés, les SOS des enfants et des ados après le confinement, le Covid, à tel point que tout le monde avait pensé que ce Covid était un événement déclenchant de fragilisation de nos enfants, et finalement nos travaux, eux, nous ont amenés ailleurs. Alors, un premier rapport, mars 2023, ensuite un séminaire, avril 2023, ensuite des travaux qui continuent, un avis d'alerte, décembre 2024, et un nouveau rapport publié comme suite en mars 2025. Le premier rapport, quand les enfants vont mal, comment les aider, celui de mars 2023, est confirmé et approfondi. La santé mentale des enfants continue à se dégrader. L'augmentation de médicaments psychotropes se confirme et s'accompagne encore et toujours de pratiques déconseillées par les autorités de santé avec lesquelles nous travaillons bien sûr. Dans le même temps, on assiste à des pratiques de première intention qui sont, elles, recommandées par les autorités de santé et qui sont, bien sûr, qui viennent sous le bon sens, des approches multifactorielles, psychothérapeutiques, éducatives, d'accompagnement social et familial, etc. Vous allez probablement en parler toute la journée. Évidemment, l'offre de soins en pédopsychiatrie est insuffisante et inadaptée, mais je pense que d'autres intervenants vont décliner ces constats qui sont partagés par tous. Et finalement, ces problèmes systémiques limitent la capacité des professionnels à répondre rapidement aux souffrances, au mal-être, aux appels, aux SOS, aux symptômes des enfants et des adolescents. Et nous avons mis en évidence un autre facteur très inquiétant, c'est les facteurs sociaux et environnementaux de la souffrance psychique des enfants et des adolescents, et une approche essentiellement sanitaire qui ne correspond pas à déjà les recommandations de l'OMS, j'y reviendrai, et une approche qui montre aussi les limites de cette vision essentiellement biologique, neurobiologique, cette approche de plus en plus neurobiologique des difficultés mentales des enfants, et je vais en dire quelques mots. Et puis la santé mentale, grande cause nationale, donc nous y sommes, et ça c'est vraiment important et c'est mobilisateur. Inscrire la santé mentale dans une approche plurielle de prévention globale et de soins en lien avec l'environnement familial et éducatif. Cet environnement familial et éducatif est à considérer comme partenaire de soins et pas, comme c'est encore le cas, comme cause des problèmes. L'environnement social et numérique est davantage pris en compte. Les prises de conscience ont pris du temps, mais là, en tous les cas, sur le numérique, on avance. Et évidemment, tout reste à faire sur une attention spécifique sur cette question-là, aux enfants en situation de vulnérabilité particulière, de conditions de vie, de territoire. Je pense aux Outre-mer, évidemment. Ceci ne peut se faire sans une préservation de la pluralité des approches et la coordination. La dégradation, vous la connaissez, majoration des détresses psychiques. Je ne vais pas développer, simplement un tiers des enfants déclarent être tristes ou ne plus avoir goût à rien. Un tiers déclarent avoir déjà pensé au suicide. La moitié des enfants se déclarent stressés ou angoissés. Les diagnostics sont là, UNICEF, en classe, Cour des comptes, et j'en passe. Les capacités d'hospitalisation en psychothérapie, en psychiatrie limitées. Tous les diagnostics ont été posés par les assises de la santé, de la pédiatrie, de la santé de l'enfant. Ce sera également
développée. L'enjeu, c'est comment agir pour réduire les facteurs sociaux et environnementaux des détériorations de la santé mentale des enfants et renforcer les dispositifs de prévention et d'action sociale. Quand je dis les facteurs sociaux et environnementaux, sachez que c'est après toutes ces années de travaux sur la santé mentale des enfants et des adolescents que les membres du Conseil ont choisi de travailler sur quelle place pour les enfants dans l'espace public et la nature, et ce sera probablement mes quelques mots de conclusion. Alors, formation, valorisation des professionnels, etc. La prévention, c'est quoi ? Bien sûr, les institutions, les services, les maisons des adolescents, qui sont fort heureusement en cours de déploiement, la protection maternelle et infantile, dont personne ne se décide à considérer que c'est un outil des plus précieux, utiles et intelligents. Là, il y a vraiment une sorte de déni de réalité ou, du côté de la décision publique, un choix délibéré de ne plus offrir une approche de la santé globale, physique, sociale, mentale, aux mères, aux pères et aux bébés qui naissent et qui vivent dans notre pays. Les parcours de soins, la lutte contre la stigmatisation, etc. Alors, on est face à une vision segmentée du dépistage, de la prévention, de la prise en charge, de la santé en général, de la santé mentale donc. Je ne reviens pas sur la courbe des taux de mortalité infantile où la France se fait remarquer dans l'Union européenne. Les enfants hospitalisés loin de chez eux, de plus en plus. Il y a 40 ans, on a acquis une victoire formidable qui était de considérer que des parents pouvaient rester auprès des enfants, au chevet des enfants hospitalisés pour ne pas produire d'autres difficultés liées à cette peur du médical et l'isolement des enfants. Eh bien non, on hospitalise loin de chez soi. Les taux de jeunes patients pour gestes auto-infligés qui augmentent, des enfants qui se font du mal, donc des enfants qui ont mal, des adolescents qui ont mal. Je passe sur les maladies chroniques, etc., ce que vous allez développer aujourd'hui. Ces services universels de proximité, si précieux, la PMI, je l'ai évoqué, les maisons des adolescents, là pour le coup, il y a un sursaut, une prise de conscience et une envie de les développer. L'hôpital, la pédiatrie, etc. Le manque de professionnels, ce fameux manque de professionnels, qui n'est pas une surprise, quand même, la démographie et la démocratie, ça existe. Je viens de faire un lapsus, je fais un lien peut-être. En tout cas, ce que disent tous ces professionnels du soin, de la santé, de la prévention, de la santé mentale, c'est que ce n'est pas le métier qu'ils ne veulent plus pratiquer, ce n'est pas ça qui les fait souffrir. Ce qui les fait souffrir, c'est qu'ils savent ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent plus le faire. Alors, certaines réformes ont été mises en place, et heureusement, je vais juste nommer quelques aspérités sur lesquelles il faut vraiment qu'on se penche. La question de la montée en puissance de la réponse médicamenteuse face aux difficultés des enfants de plus en plus jeunes, les pratiques des conseillers, c'est-à-dire les prescriptions avant 6 ans, les polyprescriptions, des durées longues, et ça accompagné du déclin des autres pratiques, des autres approches que j'ai nommées tout à l'heure. On a travaillé sur le méthylphénidate, les chiffres, vous allez les trouver. Je n'ai pas envie de vous saper le moral pour ouvrir la journée. On a travaillé là récemment sur le cas particulier de l'autisme, augmentation de la prescription chez l'enfant autiste
qui est passé de 31,80% en 2020 à 36,80% en 2010, 31,80, en 2022, 36,80, et surtout, elle est particulièrement élevée et d'une durée moyenne de traitement supérieure à 10 ans, malgré les recommandations de la NSM, alors que normalement elle devrait être prescrite de façon exceptionnelle et temporaire. Et là, le taux de défavorisation sociale au sein de cette population est de 43,5% en 2022. En gros, pour le dire autrement, 30% des enfants recevant au moins une prescription de psychotropes vivent dans des conditions sociales défavorables. Entre 2010 et 2023, il y a une augmentation de 76% des mois de consommation qui sont passés de 80 mois pour 1000 en 2010 à 138 mois pour 1000 en 2023. Les durées de traitement sont le principal facteur d'augmentation de la prévalence. Voilà. Alors, quelle approche? Évidemment, l'approche globale. Une approche bio, psycho, éducativo, sociale, de proximité, de territoire, en mettant tout le monde autour des enfants et autour des parents. Les environnements de vie des enfants et des adolescents, en famille, à l'école, à l'extérieur, vers un accompagnement et le soutien le plus accessible, gratuit. Vous connaissez toutes les recommandations, je ne vais pas les citer, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Les constats évoluent, se transforment, se précisent, les recommandations sont toujours les mêmes. L'accès à l'aide peut être encore plus difficile pour les familles en situation de fragilité, de précarité. C'est la question des territoires enclavés, c'est les conditions de logement, c'est les conditions de transport, etc., le manque d'information. Et puis, les fratries, les jeunes proches, on a mis à jour, vous avez mis à jour, je me tourne vers les personnes qui travaillent sur le handicap, ce vrai sujet des enfants aidants, agir sur les environnements éducatifs des enfants, quels que soient, je cite, quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que son environnement est adapté à ses besoins. C'est l'article L111.1 du Code de l'éducation. Pourtant, l'éducation inclusive, il y a une diminution de 33% des postes en RAZ entre 2007 et 2020. Alors la prévention, bien sûr. Les maisons des adolescents, on en a parlé, la santé mentale, la prévention des troubles, les parcours de soins d'accompagnement, la lutte contre la stigmatisation et les inégalités sociales, considérer l'envie sociale et relationnelle comme un soutien des services de structure de la petite enfance, d'éducation, de soins, de protection de l'enfance, de qualité bien traitante, et la place des enfants partout où il y a de la nature, de la circulation, d'autres adultes, d'autres enfants, partout où il y a des humains, partout qu'ils soient là pour travailler, se distraire, toujours et encore renouveler l'importance de la place des enfants dans l'espace public et la nature. Juste 2 points pour conclure. Le premier, c'est les constats qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux du baromètre jeunesse et confiance proposé par Vers le Haut et puis la Fondation de France et d'autres organismes. L'optimisme des jeunes sur leur avenir est au plus bas. Le pessimisme concerne aussi bien l'avenir de la planète que leur avenir personnel, emploi, conditions de vie, et se voient renforcés par une dégradation de leur niveau de vie actuel, une augmentation de la précarité et un sentiment d'impuissance politique. Accueillons les enfants dans les espaces publics. Mettons au point un moyen pour qu'ils puissent aller à l'école à pied, pour qu'ils puissent faire des chemins avec des camarades, pour qu'ils puissent rencontrer des figures tutélaires. Tout ce qui concerne les enfants ne peut reposer sur la famille et ne peut reposer sur les institutions seulement, même s'il faut les faire avancer. Je voudrais
attirer votre attention sur quelque chose que nous avions mis en évidence dans un rapport qui s'appelle « La traversée adolescente des années collège ». Les 11-15 ans. C'est une plaque tournante formidable. C'est la chance au grattage après la chance au tirage les 3 premières années de la vie de l'enfant. On peut reconfigurer, on peut retravailler, mais on peut aussi, les enfants peuvent se vulnérabiliser étant donné les enjeux qu'ils traversent avec la puberté, la prise d'autonomie, etc. On a mis le doigt, grâce au Collège des enfants, des adolescents, sur le fait qu'il y a un altruisme de l'adolescence. Et on s'est aperçu que dans les milieux qui accueillent les enfants pour les loisirs, pour le sport, pour les éduquer, etc., il y a une mise à mal de cette sensibilité éthique et de ce besoin de justice qui rassure, quand bien même ils seraient eux-mêmes actifs dans les comportements individualistes ou influencés par la loi du plus fort, voire les phénomènes de bouc émissaire. Ils sont ambivalents, ils sont en formation. Ils sont en transformation. Cette ambivalence cohabite avec une observation de ce qui se passe autour d'eux et de besoins de modèles forts et moraux. L'injustice, la souffrance, les inégalités peuvent les atteindre. Les humiliations, la honte d'un camarade peuvent le blesser sans qu'il n'en laisse rien paraître. La réussite des bons élèves ne peut continuer à se faire au détriment des plus faibles. Il s'agit de réaffirmer le rôle éducatif de tous les lieux, de toutes les institutions qui s'occupent des enfants. Voilà. Il faut alors reconnaître et former des individus indépendants de leur performance ou de leur mérite. L'un des effets les plus dévastateurs de l'échec scolaire est de convaincre les perdants qu'ils sont indignes, que c'est de leur faute. Je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Zampino, d'avoir dressé ces constats, déjà des premières pistes aussi, à la fois de réflexion et de discussion. On va maintenant parler un peu plus de politique publique de santé, justement, notamment d'enfants vulnérables que vous avez évoqués. On a une vidéo de Perrine Goulet, mais je crois, Adrien Taquet, que vous devez partir assez rapidement après. Donc, on va commencer par vous. On va inverser. Voilà, Adrien Taquet. Venez vous asseoir. On va s'asseoir là, à côté. Vous avez un micro. Moi, j'ai posé le mien parce que j'en ai un. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. C'est bon, il y a le bon panneau. Vous êtes ancien secrétaire d'État à l'enfance et vous avez peut-être déjà une première réaction à l'enfance et aux familles. Et aux familles. Très important en effet. Et vous avez peut-être déjà une réaction à ce qui vient d'être dit. Puis après, on parlera de l'anniversaire. On est quasiment à 1 an jour pour jour après la remise de votre un rapport sur la santé de l'enfant, justement. Oui, je suis désolé, mais effectivement, je dois partir en 10-15 minutes. Donc, c'était une des conditions à ma participation. J'ai un conseil d'administration à l'UNICEF, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, si ça vous convient. Je Très bien. Par avance pour mon départ qui sera précipité. Effectivement, juste pour se rappeler brièvement les différentes étapes. Souvenez-vous, à l'hiver 2022, il y avait une triple crise des urgences pédiatriques à l'époque, parce qu'il y a eu la conjonction de la crise de la bronchiolite, de la grippe et puis du Covid. Et ça a conduit François Braun à l'époque, souvenez-vous, ministre de la Santé, à lancer effectivement des assises de la santé de l'enfant, assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant et donc ayant confié à Christelle Gras-Le Gouen et à moi-même la coprésidence de ces assises. On a fait plus de 120 auditions pendant 6 mois, 23 tables rondes. Il y a eu plus de 2000 contributions écrites qui sont venues, pas que des professionnels de santé, aussi des usagers. Il y avait des associations d'usagers d'ailleurs qui étaient membres du comité d'orientation. Il y avait aussi, on a beaucoup travaillé avec les enfants également, prise de la parole des enfants, que ce soit les enfants dans les Outre-mer, mais aussi des enfants en situation de handicap, pour justement qu'ils puissent nourrir nos réflexions. Et tout ça a donné lieu à l'été 2023 à la remise d'un rapport qui s'appelle « Ma santé, notre avenir », qui contenait 300 propositions, même un peu plus, je crois. Petit effet catalogue, je dois l'admettre. Ça va peut-être un peu être d'ailleurs le travers aussi de mon intervention ce matin, parce que je vais devoir aller un peu rapidement. 300 propositions qui couvraient à peu près tous les aspects de la santé de l'enfant, à la fois sur la question des métiers des professionnels de l'enfance, évidemment, les aspects prévention, les vulnérabilités, quelles qu'elles soient liées à la situation géographique. Sylviane évoquait les Outre-mer, où
se le dire, est le parent pauvre de toutes les politiques publiques et où la situation des enfants là-bas est juste dramatique. Voilà, la question des enfants en situation de handicap, évidemment, avec en particulier la question de l'accès aux soins primaires des enfants en situation de handicap, qui est souvent un truc un peu invisibilisé, parce qu'on se concentre sur la pathologie centrale, c'est bien normal. Mais il y a aussi juste l'accès aux dentistes, gynéco, enfin des choses assez essentielles, et qui en réalité génèrent du surhandicap, parce que c'est près de 50% de renoncement aux soins primaires pour les enfants en situation de handicap dans ce pays. Prévention, santé mentale, bref, l'ensemble des aspects. Et tout ça a donné lieu près d'un an après, déjà, encore, c'est un an, c'est un peu la cadence, j'ai l'impression, qui est un peu plus longue que la cadence des nominations des ministres. Donc en mai 2024, donc il y a près d'un an, à une feuille de route sur la santé présentée par Frédéric Valletoux, souvenez-vous, autre ministre de la Santé, feuille de route 2024-2030 sur la santé de l'enfant, et qui comprenait 4 axes, 16 objectifs, 54 mesures. Je ne vais pas tout vous détailler. Quand ça a été présenté, on était, nous, membres du comité d'orientation, et puis peut-être les professionnels derrière, contents qu'il y ait une feuille de route, enfin, un peu déçus de l'intégralité de son contenu, même s'il y avait des choses, je vais y revenir, il y a des choses qui ont été faites depuis, et puis bien conscient quand même que ça ne pouvait pas contenir les 300 propositions. Les 4 axes, juste brièvement: investir durablement dans la prévention, sans grande surprise, c'est nécessaire, enfin c'est un peu à chaque fois le passage obligé. Ça fait 30 ans que c'est le passage obligé, donc peut-être qu'un jour ce ne sera plus le passage obligé parce qu'on l'aura vraiment fait, allez savoir. Deuxièmement, tout ce qui a trait à l'organisation, à la prise en charge sanitaire des jeunes. Le 3e axe était lié à la santé mentale, vous allez beaucoup en parler. Et enfin, les questions de recherche et d'innovation, et avec comme première mesure la création d'un comité de suivi de cette feuille de route, et qui devrait, un an après, peut-être, je l'espère normalement, d'après ce que nous en ont dit les ministres, être mise en place. Voilà, mais ce n'est pas le cas encore. Donc c'était il y a un an, donc c'est un peu l'occasion effectivement de faire un bilan rapide des mesures qui ont été mises en œuvre, et puis peut-être d'insister aussi sur ce qui est en cours, et puis surtout ce qui manque. Voilà, tout à fait. Votre point de vue, si ça vous va. Alors, je suis désolé, je vais être un peu monologue, c'est un dialogue. Oui, voilà. Comme ça, vous faites les questions et les réponses, ça va plus vite. Donc, ce qui a été fait, bon, écoutez, sur les aspects prévention pure, un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment tout ce qui était accès, je vous ai parlé de la bronchiolite tout à l'heure, qui était un peu le point de départ, donc tout ce qui était accès, généralisation de l'accès au Nirsevimab Beyfortus, donc ce vaccin qui permet d'éviter justement la bronchiolite, et notamment sa généralisation dans tous les lieux, que ce soit en ville, dans les maternités, en PMI. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, et d'ailleurs, vous n'avez pas entendu parler des urgences pédiatriques à l'hiver dernier, et on espère qu'il en sera de même à l'hiver prochain. Un certain nombre de mesures qui étaient prévues dans la feuille de route, là aussi vous allez en parler bien plus précisément et de façon experte et détaillée que moi, mais liées à la question de l'obésité et du surpoids. Un certain nombre de choses qui étaient prévues dans la feuille de route ministérielle, un volet sur l'alimentation avec le Nutri-Score qui est mis en place maintenant chez les enfants de plus de 3 ans, stratégie nationale nutrition, alimentation, climat, avec notamment la réduction des enfants, de l'exposition aux enfants aux publicités alimentaires, qui font l'objet de travaux, et puis tout ce qui a trait au volet activité quotidienne, vous savez, ces fameuses 30 minutes de sport. Alors c'est en train de se généraliser, je crois que c'est encore loin d'être le cas, là aussi je pense qu'il y a des gens qui reviendront là-dessus, et les chiffres que j'ai, c'est que dans 55% des écoles à l'heure actuelle, c'est mis en place, et donc il y a un certain nombre de choses, de progrès encore à faire, tout comme pour la démarche ICAPS, qui est centré là-dessus, où il y a des projets dans cette région, des projets un peu innovants, expérimentaux, qui sont mis en place, et dont l'évaluation conduiront à la généralisation, si tant est que ça soit conclusif. Il y a des choses qui n'ont pas été mises en place encore concrètement, importantes. On parlait des écoles, le fait d'aller à l'école à pied tout à l'heure, Sylviane l'évoquait. Il y a aussi tout ce qui est interdiction du tabac, autour des écoles, qui est une proposition que nous avons formulée, qui n'est pas encore mise en place. Et puis, sujet majeur, et j'imagine que vous l'évoquerez aussi à la fois à travers la question de l'obésité et de la santé mentale, qui est la question des écrans. Il y a une commission écran, vous savez, qui avait été installée par le président de la République l'année dernière, qui a produit un rapport assez conséquent, et dont, sauf erreur, on attend encore un petit peu la feuille de route opérationnelle. Voilà. Nous, on avait interdit,
proposé dans notre rapport à nous, purement et simplement, de façon un peu bête et méchante, mais totalement assumée, l'interdiction des écrans avant 3 ans. On peut pas le vérifier, on va pas confisquer les écrans, on va pas mettre les parents en prison, etc. Enfin, c'est le même type de discours qu'on avait entendu quand moi j'avais passé la loi dite anti-fessée, contre les violences éducatives ordinaires en 2018. Toujours est-il que la loi, à un moment, elle est là aussi pour poser des marqueurs sociaux. Voilà. Et je pense que ça peut y contribuer. Il y a 10 ans, quand il y avait un père ou une mère qui foutait une claque à son gamin un peu bruyant dans un supermarché, tout le monde regardait ses chaussettes. Il faisait semblant de ne pas voir. Aujourd'hui, si ça se passe, tout le monde ira dire aux parents, je pense que ce ne sont pas des choses qui se font. Voilà. Et la loi doit aussi contribuer à marquer comme ça des interdits sociaux, et je pense que ce type de disposition peut y contribuer. Je crois que la commission écran, d'ailleurs, reprenait la même mesure. Vous dire aussi qu'en termes d'accès aux soins, d'organisation, de prise en charge, il y a eu des choses mises en place, notamment l'accès direct aux orthophonistes. On sait que les orthophonistes, c'est un vrai sujet, enfin comme à peu près pénurie de toute façon toutes les professions médicales dans ce pays, que ce soit les généralistes ou les spécialistes, mais c'est le cas notamment des orthophonistes qui posent un certain nombre de sujets, notamment pour les enfants avec des 10. Et ce qui me permet de dire également que étaient embarqués dans cette feuille de route des choses qui relevaient de la stratégie nationale pour, alors je ne sais plus comment il s'appelle, pour le trouble de neurodéveloppement, trouble de neurodéveloppement, parce que ça change de plan en plan, même si l'idée reste la même, et notamment tout ce qui est repérage précoce, promotion du développement des CMP enfants, adolescents, et repérage aux âges clés, avec notamment intégration dans un certain nombre d'outils à disposition, notamment des professionnels de l'enfance, pour mieux repérer des éventuels troubles du spectre de l'autisme, troubles neurodéveloppementaux, avec la mise en place des plateformes des PCO, et avec toute une question encore importante, qui est la question de la seconde ligne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez repéré les enfants, derrière, il faut les suivre. Voilà. Et donc c'est un peu, je crois, tout l'enjeu de la stratégie actuelle. Donc tout ça est en cours dans le cadre de la feuille de route santé, mais avant toute chose dans le cadre de la stratégie pour les troubles neurodéveloppementaux. Il y a eu des efforts en libéral de revalorisation des actes de la pédiatrie. C'est aussi en cours, pas encore complètement, je crois, je regarde les professionnels, dans le cadre de l'hôpital. Un certain nombre de choses autour du zéro séparation en maternité, avec notamment l'objectif d'avoir un lit pour 1000 naissances, un lit de réanimation pour 1000 naissances. Et puis un certain nombre de mesures prises en faveur des enfants protégés. Alors j'imagine que Perrine Goulet l'évoquera peut-être, avec notamment continuer le déploiement des UAPEL, les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Et le développement aussi, la reconduite d'un certain nombre d'appels à projets que moi j'avais mis en place, qui sont des choses assez, je trouve, formidables, qui sont des équipes mobiles en pédopsychiatrie pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, notamment avec un dispositif à Marseille, notamment, que je connais bien, qui s'appelle EcoEmi. Vous avez des équipes mobiles en pédopsie qui vont dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi chez les assistantes familiales quand il y a des problèmes avec les difficultés avec les enfants. Question des soins primaires avec les enfants, pour les enfants en situation de handicap, avec, je dis ça sous le regard de Céline Poulet, parce que c'est davantage des mesures CNH encore plus que des mesures assises de la santé de l'enfant, avec notamment développement d'Handiconsulte, notamment Handiconsulte pour tout ce qui est et Handigynéco. C'est Handigynéco qui m'échappait. Voilà pour ce qui est prise en charge, les préventions prises en charge. Et pour continuer un petit peu brièvement, vous parlez juste de santé mentale. Pour vous dire que là aussi, sur la feuille de route, on était assez déçus, très sincèrement, sur tout ce qui relevait de la pédopsychiatrie et de la santé mentale. Alors, on avait préconisé une grande cause, donc ça a été acté. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment advenu depuis. Des têtes qui se hochent, donc je pense qu'il y aura des commentaires. Donc, je pense que vous allez en parler tout à l'heure. Moi, je n'ai pas vu vraiment encore à grande cause, ça crée souvent des dynamiques qui sont, dont on ne voit pas tout de suite forcément les manifestations. Donc, elles ont peut-être cours. Moi, je ne suis plus dans le sérail, donc je n'en sais rien. Mais effectivement, on attend un petit peu. Enfin, moi, je n'ai pas vu encore de feuille de route très, très concrète là-dessus, mais j'imagine qu'il y a des choses qui se font. Il y a eu notamment, et c'est ce qu'on préconisait, un renforcement des maisons des adolescents, voilà, avec un vrai enjeu, je crois, je ne sais pas s'il est suffisamment pris en considération, j'y reviendrai tout à l'heure brièvement, de l'articulation des maisons des adolescents avec la médecine scolaire,
ce qu'il en reste, bref, avec l'école. Voilà. Il y a quand même des sujets qui sont assez transversaux, et puis il y a tout un enjeu autour des urgences pédopsychiatriques, avec un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées, formaliser des filières de soins non programmés en pédopsychiatrie, déployer des filières psychiatriques au sein des SAS, vous savez, les urgences pédiatriques, enfin les urgences, oui, pédiatriques. Il y a des SAS pour essayer de réguler les urgences et essayer d'introduire aussi une compétence pédopsychiatrique dans ces SAS. Poursuivre le renforcement des centres des CMP infanto-juvéniles, je l'évoquais tout à l'heure, et puis revaloriser le rôle des professionnels. Tout ça n'est pas encore, c'est des préconisations, c'est ce qu'il y avait dans la feuille de route du ministre, tout ça n'est pas encore mis en œuvre. Or, il y a une urgence, ça a été évoqué, on le sait tous, la question de la santé mentale est majeure. Et on le sait, il y a un problème, comme sur les autres professions de santé, il y a un problème de nombre de pédopsychiatres, on n'a plus de pédopsychiatres. Moi, je n'avais pas fait quand j'étais ministre, je ne faisais pas un déplacement dans les territoires où on me disait que le problème, c'était qu'il n'y avait plus de pédopsychiatres. Voilà. Et je pense que depuis 3 ans, les choses n'ont pas véritablement changé, même si c'est un sujet que dès 2018, Agnès Buzyn avait pris, dans le cadre de la feuille de route santé mentale 2018. Il y a déjà cette prise de conscience et on a créé des postes d'assistant chef de clinique en pédopsychiatrie. Il y a une refonte des études de pédopsychiatrie, voilà, pour essayer de revaloriser le métier et créer des postes, mais tout ça prend du temps. Et même les postes d'assistant chef de clinique en pédopsychiatrie, on en avait créé 10, on avait du par an, on avait du mal à les remplir. Voilà, et puis sur la recherche, je passe. Alors, juste pour conclure, parce que je pense que je suis déjà très en retard. Il est 48. Ouais, je suis très en retard. Et donc, 3 points quand même importants. Les grands absents, nous semble-t-il, enfin, en tout cas, des choses qui restent à faire. On va essayer d'être positif. Assez peu de choses dans la feuille de route et très immodestement depuis 2 ans, 3 ans même, en gros depuis que je suis parti, sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Qui est une des plus belles politiques publiques. Enfin, je suis totalement biaisé quand je dis ça, évidemment. Qui est une très belle politique publique, très essentielle. Vraiment, là, je parlais de prévention tout à l'heure. Bon, ben là, on ne peut pas être plus dans la prévention. Qui est chez les professionnels de santé, je pense, tout le monde endosse totalement, approuve, etc. Et pour une bonne raison, et je l'ai toujours dit et assumé, c'est qu'en fait, le professionnel de santé était bien en avance sur les politiques. Nous, on est arrivé en retard et on a pris un train qui était en marche. Et pourquoi ça marchait, cette politique publique ? Parce que sur le terrain, déjà, en fait, les préceptes, etc., étaient déjà mis en place par les professionnels. Donc, en fait, on s'est appuyé, c'est un peu la stratégie des 1000 fleurs, on s'est appuyé sur ce qui existait déjà. Et donc, depuis 3 ans, alors, je suis un peu là aussi biaisé. La réalité, c'est qu'il y a quand même eu de nouveaux, portés par les ARS, d'appels à projets pour des projets territoriaux autour des 1000 premiers jours. Donc il se passe quand même des choses, il y a de l'argent qui est quand même un peu débloqué. Tout ça, il ne se voit pas forcément. Enfin, on attend quand même la feuille de route numéro 2 des 1000 premiers jours. Il y a des choses à faire sur les parcours 1000 jours. Nous, on a tracé les premières étapes, mais il doit être renforcé sur le rôle du père, du second parent, la question de la dépression postpartum, c'est un sujet qu'on a pris avec la création notamment de cet entretien entre la 8e et la 12e semaine, mais il y a des choses à faire, il y a la désignation d'une sage-femme référente pour les situations de vulnérabilité, enfin il y a encore beaucoup de choses à faire, et puis il y a aussi 2 sujets qui font partie intégrante des 1000 jours et qui sont en cours, mais qui sont des sujets longs, structurants, coûteux accessoirement, mais structurants, c'est pas qu'une question d'argent, c'est la question des congés. Donc on a doublé le congé paternité, réforme la plus connue et plus appréciée des Français du premier quinquennat. Moi je pense que sur les congés, il y a encore beaucoup plus et beaucoup mieux à faire, et je l'ai toujours dit. Je ne vais pas le développer ici. Et la deuxième, mais c'est fondamental à plein d'égards, pour les parents et pour le développement de l'enfant, évidemment. Et puis il y a la question de l'accueil du jeune enfant. Donc ça, c'est tout le sujet du service public de la petite enfance, qui là aussi un projet qui a été lancé, et qui est un projet compliqué à plein d'égards. Toujours est-il que sur les 1000 premiers jours, on attend la feuille de route numéro 2. Je peux vous dire qu'elle est dans les cartons depuis un petit bout de temps et que maintenant, il faut qu'elle sorte. Voilà. Deuxième chose, ça a été évoqué par Siane, c'est la réforme de la PMI. Rapport Perron 2018, 100 millions désinvestis ces 10 dernières années par les départements. Nous, on a remis 100 millions d'euros à travers la stratégie de prévention et de protection de l'enfance. On a fait la délégation de compétences entre médecins et PMI pour dégager du temps médical. Il y a des expérimentations qui sont en cours sur tout ce qui est habilitation, certification des crèches, parce que ça prend 40% du temps de certaines PMI que d'aller voir si la porte est à la bonne hauteur. Alors il y a des PMI qui ne veulent pas se départir de cette compétence-là, mais il y a des expérimentations qui sont faites pour que ce soit les CAF qui s'en occupent, pour dégager du temps justement pour les PMI s'occupent des enfants. Et puis je pense que sur les PMI, il y a un enjeu
de revalorisation salariale probablement, mais aussi de revalorisation symbolique. Voilà. Nous, ce qu'on a proposé, et c'est en lien avec mon premier point, c'est qu'on débaptise les PMI. Alors, vous allez dire, je fais du marketing, c'était mon premier métier, et je l'assume. Mais déjà, il y a 2 lettres sur 3 qui ne vont plus, parce que protection, on est plutôt en mode prévention. Maternelle, j'ai cru comprendre que maintenant, c'était plutôt l'homme devait aussi faire 2-3 trucs. Et infantile, bon, ça reste bon. Et donc, nous, on a dit, il faut débaptiser, il faut appeler ça les maisons des 1000 premiers jours. Voilà. Comme ça, hop, vous réancrez fortement les 1000 premiers jours. Voilà, dans l'esprit collectif, dans les politiques publiques, dans le paysage. Et puis, vous recentrez, c'est vrai, et là, c'est assumé, ça a des conséquences, il faut avoir conscience, vous recentrez effectivement l'action des PMI sur le 0-3 ans. C'est pas sans conséquence. Alors, il y a 2 choses. Un, déjà, c'est un peu un principe de réalité, parce qu'en fait, au-delà de 3 ans, il y a très peu les PMI ne voient plus d'enfants qui ont plus de 3 ans, c'est même 2 ans généralement. Bon. Donc ça permet de reconcentrer les moyens, quand même, parce qu'on a des problèmes de moyens. C'est pas pour ça qu'on le fait, mais enfin, ça a quand même cet effet-là. Parce qu'autrement, si on laisse les PMI comme aujourd'hui, je ne sais pas si elles vont mourir, mais ça va devenir ce que c'est déjà dans certains territoires, c'est-à-dire c'est la médecine du pauvre, en fait. Complètement. Donc, why not, on peut se dire qu'on a une médecine à 2 vitesses. Moi, je ne pense pas que ce soit un bon système. Mais, donc, moi, je pense que la PMI, il faut qu'elle redevienne ce qu'elle a toujours été, cette institution universelle, formidable. Moi, j'ai toujours défendu. Et donc, il faut la recentrer sur 1000 jours. Je trouve que c'est hyper valorisant. Je pense que les professionnels seraient ravis. Je pense que ça ne suffira pas, mais ça va renforcer l'attractivité de ces institutions. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre 3 et 6 ? Parce que l'idée, ce n'est pas de recréer un trou comme il en existe déjà nombreux dans les parcours de santé et autres des enfants. Et donc, cette réforme-là, elle est intimement liée. Donc, vous verrez, si vous regardez le dossier de presse de la feuille de route 2024-2026, il y a eu un truc un peu... il y a eu un petit twist. On a créé des maisons des 1000 premiers jours, mais dans les Outre-mer. Les PMI se transforment en maisons des 1000 premiers jours dans les Outre-mer. Alors, est-ce que c'est une expérimentation qui aura vocation à se généraliser ? Peut-être, je l'espère, etc. Mais nous, on préconisait que ça soit partout. Donc cette réforme-là, elle est liée avec une réforme fondamentale, et je conclurai là-dessus, qui est évidemment la réforme de la santé scolaire. Et je parle de santé scolaire, et non pas de médecine scolaire, puisque, moi je le dis, je l'assume, au risque de me faire engueuler, la médecine scolaire aujourd'hui est morte. En fait, elle n'existe plus. Quand vous avez 800 médecins scolaires en France, ce qui est la situation pour 12 millions d'élèves, on peut se raconter ce qu'on veut, se planquer derrière tous les totems et les trucs et machins. En fait, ça n'existe plus. La médecine scolaire n'existe plus. Voilà. Donc il faut rebâtir un vrai système, un vrai service de santé scolaire, voilà. C'est-à-dire sortir des statuts, sortir des institutions et partir des enfants, s'appuyer, je pense, sur ce qui existe dans les territoires, parce que c'est la fin. Dans les territoires. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment la fin. S'appuyer sur ce qui existe dans les territoires, Comme au César. parce que la situation est compliquée partout, mais n'est pas la même partout. Et créer des coopérations et des coordinations sous forme contractualisée entre tous les professionnels du territoire. Bon, les médecins scolaires, il en reste quelques-uns. Donc je pense qu'il faudrait par ailleurs qu'ils basculent au ministère de la Santé à un moment. Ils seront mieux, je pense, qu'au ministère de l'Éducation nationale. Les libéraux. Les médecins de PMI, qui pour la plupart déjà interviennent dans les écoles pour compenser justement pourquoi pas les médecins de l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que les jeunes générations de médecins voulaient pratiquer différemment que leurs aînés. Et notamment que l'exercice partagé, aller être un jour peut-être à la PMI, 3 jours à l'hôpital, un jour peut-être à l'école, ça, en tout cas pour certains d'entre eux, c'était plutôt favorable. Donc c'est l'occasion de créer ces coordinations et de créer ce vrai système de santé scolaire. Avec cette réforme de santé scolaire, il faut régler aussi la question, et je conclurai vraiment là-dessus, de la santé mentale. Donc vous allez en parler. Aujourd'hui, les psychologues scolaires, vous le savez ou pas. Alors déjà, premier truc, il faut penser par changer la loi. Là, c'est hyper symbolique aussi. Et vous regardez dans le code de l'éducation, le premier objectif de la médecine scolaire dans ce pays. Donc vous pensez que c'est le bien-être des élèves, c'est logique. C'est la réussite scolaire. Le premier objectif de la santé scolaire, c'est la réussite scolaire. Voilà, donc ça vous dit à peu près tout. Donc ça, il faut changer ça, que ce soit le bien-être des élèves. Il faut que les psys scolaires, en fait, les psys scolaires ne sont pas des psychologues. Ce sont nos anciens conseillers d'orientation au collège, qu'on a réorientés eux-mêmes, voilà, et qui ne sont pas des psychologues. Et donc, quand il y a les problèmes de santé mentale que l'on connaît, je pense que c'est majeur de revoir aussi tout ce qui est la psy scolaire et des vrais psychologues, tout ça très encadré, la psy clinique, évidemment,
On avait préconisé, nous, l'entrée, qui est un bilan psy à l'entrée en 6e, pour tous les élèves, comme vous avez un bilan de santé qui est une composante psy bien plus importante. Mesdames et messieurs, chers professionnels. Je voulais pas le lancer. Si vous faites, non, mais je voulais la passer, si justement. Vous vous faites interrompre par Perrine Goulet. Je voulais justement la passer, parce que je crois que l'intervenante suivante doit aussi y aller. J'ai terminé là-dessus. Ah, pardon. Mais ouais, c'est toujours comme ça. Je parle trop. Et je vais me faire engueuler par après, en plus. Et donc, bilan à l'entrée, réforme de la psy scolaire. Et je pense que ça peut avoir plus d'utilité que de mettre des portiques dans les écoles. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Je vais vous laisser partir en courant. J'ai vu beaucoup de têtes se hocher. Je pense qu'il y aura beaucoup de réactions dans les différentes tables rondes autour de l'obésité, de la prévention des 1000 premiers jours. Et on va zapper Perrine Goulet pour l'instant, parce que je crois que vous me faites signe que vous devez y aller aussi après Nathalie Collin, députée de la Moselle, membre de la Commission des affaires sociales, pour évoquer justement la santé mentale. Vous êtes co-rapporteuse de la... Pas Perrine Goulet. Oui, je sais, mais si je passe, ça va mettre la vidéo. Et est-ce que j'arrive à passer la vidéo ? C'est bon, voilà, c'est passé. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Effectivement, je m'excuse par avance. Je suis obligée de partir ensuite parce que j'ai des réunions, des commissions à l'Assemblée nationale. On est sur un sujet quand même majeur qui est celui de la fin de vie. Donc voilà, je serai contrainte de retourner très rapidement à l'Assemblée. Donc vous faire une petite présentation. Je vais essayer d'aller assez vite. Vous l'avez dit, donc je suis... co-rapporteur d'une mission d'information sur la santé mentale des mineurs. Donc c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Je sais que vous en parlerez beaucoup cet après-midi. Pourquoi c'est un sujet important ? Parce que déjà longtemps incomprise, sous-estimée, parfois tue, la santé mentale émerge enfin dans le débat public. Alors c'est vrai que le choix de Michel Barnier puis de François Bayrou d'en faire la grande cause nationale de l'année 2025, ça doit être l'occasion pour nous d'avancer sur la déstigmatisation, la prévention renforcée, le développement de la recherche. Ça a été dit en 2018, la feuille de route du gouvernement sur la santé mentale et la psychiatrie avait déjà apporté des premiers éléments de réponse. Pourtant, si les mentalités évoluent, le chemin reste long. En France, un citoyen sur 5 est concerné. 70% des Français considèrent encore la santé mentale comme un sujet tabou. Et si l'on commence à parler de troubles psychiques chez les adultes, la santé mentale des enfants et des adolescents demeure une zone d'ombre, un sujet encore sensible, trop souvent mal appréhendé. Cependant, le constat est là, la santé mentale des mineurs se dégrade. Selon le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la santé mentale des mineurs, 1,6 million d'enfants et d'adolescents souffrent d'un trouble psychique. Entre 2017 et 2023, une augmentation significative des troubles a été observée, notamment chez les 10-14 ans, plus 70%, et les 15-20 ans, plus 46%. Alors c'est vrai, la crise du Covid a été un révélateur et un facteur de l'aggravation de la santé mentale des mineurs. Les crises suicidaires se sont multipliées. La dégradation de la situation pendant cette crise a mis en lumière les faiblesses de l'organisation des soins en pédopsychiatrie, ainsi que le manque de politique de prévention. Les familles démunies se tournent vers les professionnels de santé, les établissements scolaires, les assistants sociaux, les associations, mais tous tirent la sonnette d'alarme. Le nombre de demandes explose, les délais de prise en charge s'allongent, les réponses manquent. L'urgence est manifeste, c'est pour cette raison que la délégation aux droits de l'enfant a souhaité qu'une mission d'information sur la santé mentale des mineurs voit le jour, afin d'en analyser les causes, d'identifier des pistes de réponse concrètes. Et je remercie Perrine Goulet, que vous entendrez tout à l'heure, présidente de cette délégation aux droits des enfants, pour la confiance qu'elle nous a accordée en nous chargeant avec ma collègue Anne Stambard-Ternois de cette mission importante. Alors il y a une question qui se pose. Cette augmentation des sollicitations en santé mentale reflète-t-elle une hausse réelle des troubles ou une meilleure capacité à les repérer ? Sans doute un peu des deux. Cependant, une chose est certaine, la demande est plus importante que l'offre et nos institutions ne sont aujourd'hui plus en mesure d'y répondre. Dans le cadre de notre mission d'information qui est toujours en cours, je le précise, nous avons auditionné plus d'une vingtaine d'acteurs très divers, professeurs en pédopsychiatrie, défenseurs des droits, institutions diverses,
associations de patients, associations des maisons d'adolescents, associations d'équipes mobiles en psychiatrie, fédération des centres médico-psychopédagogiques, parents d'élèves, psychologues, médecins, infirmières scolaires. Et l'une des problématiques qui revient sans cesse, vous l'avez dit, c'est le manque de professionnels, de pédopsychiatres, de psychologues, de médecins scolaires, de pédiatres. Le nombre de pédopsychiatres a chuté, passant de 2585 en 2013 à 1816 en 2023, avec seulement aujourd'hui 400 pédopsychiatres inscrits à l'ordre. On assiste à une véritable crise de la psychiatrie qui se fait ressentir encore davantage en pédopsychiatrie. 32 départements sont aujourd'hui dépourvus de pédopsychiatres. Les délais d'attente pour un rendez-vous chez un pédopsychiatre, comme d'ailleurs dans un CMP, varient entre 6 et 18 mois, plongeant les familles dans une situation de détresse. Autre point, Adrien Taquet en a parlé, la santé scolaire. Aujourd'hui, nous avons un psychologue scolaire pour 1600 élèves, alors que les recommandations européennes préconisent un ratio de 1 pour 800. La situation est tout aussi préoccupante pour les médecins et les infirmiers scolaires. En moyenne, on compte un médecin scolaire pour 13 000 élèves et un infirmier pour 9 établissements. Je suis députée de la Moselle, 1 million d'habitants, 7 médecins scolaires. Alors, cette pénurie de soignants dans le système éducatif affecte directement la prévention des troubles. Cette pénurie s'explique en partie par le manque d'attractivité de ces métiers, nous dit-on. Ces professions pourtant essentielles sont peu valorisées, souvent peu rémunérées, parfois choisies par défaut. Lors de nos auditions, il a été signalé que certains parcours universitaires relevant du domaine de la santé mentale de l'enfant figuraient en 10e choix sur Parcoursup. Je souhaiterais ici insister sur l'importance de la prévention. Il n'y a pas de préservation de la santé mentale sans prévention. La période de la conception aux 2 premières années de la vie après la naissance sont déterminantes pour le développement de l'enfant et la santé de l'adulte qu'il deviendra. Durant ces 1000 premiers jours, le bébé grandit très vite, mais son cerveau se développe aussi de manière spectaculaire. Et grâce à la politique initiée par Adrien Taquet, nous comptons aujourd'hui 60 maisons des 1000 premiers jours. Et nous avons vu également un important développement des centres de protection maternelle infantile. Alors, ça permet de détecter les troubles chez les jeunes parents avec des entretiens prénatals, périnatals et qui visent à soutenir le développement des enfants dès leur naissance et d'accompagner les parents. Les maisons des bébés apportent un soutien pour les parents et leurs jeunes enfants, préviennent les troubles précoces du développement ou du lien parent-enfant. Cependant, ces structures qui jouent un rôle clé dans la prévention des troubles et leur dépistage ne sont pas accessibles sur l'ensemble du territoire. Et donc, il est très important de ne pas négliger cette période de vie et de rendre ces centres, ces maisons, accessibles à tous. L'adolescence est également une période clé dans la construction d'un individu. Cette phase de transition marquée par de profonds bouleversements physiques, cognitifs, rend les jeunes particulièrement vulnérables. C'est un moment où peuvent émerger divers troubles psychologiques, tels que les états dépressifs, les troubles anxieux ou encore les troubles du comportement alimentaire. Pour accompagner les adolescents dans ces moments sensibles, les maisons des adolescents jouent un rôle essentiel. Et je tiens à saluer le travail remarquable de ces équipes pluridisciplinaires. Alors, on a vu qu'il y avait, vous y reviendrez certainement, il y a 2 types de maisons des adolescents. Celles qui sont adossées à un établissement hospitalier avec une prise en charge complète, intégrant l'ensemble des aspects médicaux, psychologiques, sociaux. Et puis un second modèle, plus médico-social, qui fonctionne comme un lieu d'accueil et d'écoute, orientant les jeunes vers les structures adaptées en fonction de leurs besoins. On sait que seulement la moitié des maisons des adolescents disposent actuellement d'une véritable offre de soins intégrée. Et je crois, nous l'avons beaucoup ressenti pendant les auditions, je crois nécessaire de généraliser la présence de services sanitaires au sein de toutes les maisons des adolescents, afin d'assurer une prise en charge globale et de garantir à chaque adolescent une réponse adaptée. On compte aujourd'hui 125 maisons des adolescents en France. Si tous les départements sont désormais couverts, l'égalité d'accès n'est pas acquise, notamment dans les territoires ruraux ou éloignés, où la distance géographique constitue encore un frein majeur. Nous devons donc poursuivre le développement de ces structures pour les rendre accessibles à tous et partout. Le développement des équipes mobiles en psychiatrie est également un axe essentiel. Ces équipes pluridisciplinaires, composées de pédopsychiatres, d'infirmiers, de psychomotriciens, parfois de sages-femmes, se déplacent vers les familles, c'est le aller vers, ces familles qui ne se rendent pas dans les structures de soins. Et ces équipes vont agir aussi bien auprès des enfants, des adolescents, des familles, aussi des bébés. Dans 90% des cas, les familles préfèrent recevoir les soins chez elles. Donc les équipes mobiles constituent une réponse pertinente aux inégalités territoriales,
ce qui est une problématique récurrente, puisque l'offre de soins en santé mentale reste très hétérogène, vous l'aurez compris, selon les territoires. Un constat également largement partagé, c'est l'absence de gradation dans les soins de santé mentale. Pour optimiser la prise en charge, la première consultation devrait pouvoir être assurée par les médecins généralistes ou les pédiatres, qui devraient pouvoir ensuite orienter vers éventuellement les CMPP, les CMPIJ, lorsque cela est nécessaire. Et aujourd'hui, ces centres médicaux psychologiques infanto-juvéniles et les CMPP d'ailleurs sont trop souvent considérés comme la seule porte d'entrée du parcours de soins en santé mentale. Ils sont ainsi saturés de demandes et près de la moitié de leur activité est consacrée à des séances d'évaluation ou d'information. Actuellement, je le disais, les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous varient de 4 mois à 2 ans. Donc renforcer le rôle des soins primaires permettrait de mieux filtrer les demandes et de recentrer ces organismes sur le suivi des enfants qui en ont besoin. Cependant, il y a souvent une méconnaissance, et là j'y vais avec des pincettes, mais ça nous a été vraiment relayé à plusieurs reprises, méconnaissance des spécificités des troubles psychiques des enfants et des adolescents chez les médecins généralistes et chez les pédiatres. Les jeunes sont mal diagnostiqués, se retrouvant aux urgences psychiatriques, souvent, alors qu'ils auraient dû être orientés vers des structures adaptées. Il est donc urgent de renforcer la formation initiale et continue des médecins généralistes et des pédiatres en psychologie et psychiatrie infanto-juvénile afin qu'ils deviennent de véritables acteurs de la prévention, capables d'assurer cette première étape essentielle du parcours des soins. Il est également nécessaire de désengorger les CMPIJ, les CMPP, mais il faut aussi renforcer leurs moyens. Le recrutement dans ces organismes est un défi majeur, surtout face à l'augmentation constante du nombre de patients et aux rémunérations peu attractives. Il est crucial de renforcer le financement et l'attractivité des professions au sein de ces centres. La gradation des soins, elle passe aussi par la qualité du traitement et au cours de nos auditions, une question est revenue à plusieurs reprises. Avons-nous recours trop rapidement au traitement médicamenteux pour les enfants ? La consommation de psychotropes est en forte augmentation, en particulier chez les filles. En France, 490 000 enfants consomment des médicaments comme la Ritaline ou d'autres neuroleptiques prescrits de plus en plus par les médecins généralistes. La question du bon usage des traitements psychotropes chez les enfants se pose. Le focus sur les troubles du neurodéveloppement ne doit pas entraîner une médication rapide, là où une approche psychothérapeutique, éducative, familiale aurait été plus pertinente. Nous souffrons également d'un manque d'approche globale en raison de l'absence de coordination, cela a été dit, entre les différents professionnels impliqués dans le parcours des soins. La richesse de notre système repose sur une diversité de structures, mais ces acteurs travaillent souvent en silo, en parallèle, sans réelle articulation. Le dialogue et le partage d'informations entre les différents professionnels du parcours du soin est essentiel pour assurer une prise en charge adaptée du patient. Il est urgent, je le disais, de dépasser ces logiques de silo pour construire des parcours plus cohérents, plus lisibles et véritablement centrés sur les besoins de l'enfant. Enfin, d'autres facteurs affectent la santé mentale des mineurs. On a parlé de l'addiction aux écrans, c'est une vraie source d'inquiétude. Je suis d'ailleurs membre d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Cela met en lumière les risques liés à la surexposition et à l'isolement de ces enfants. On sait que les filles sont surtout addictes aux réseaux sociaux, les garçons aux jeux vidéo très violents. Il y a vraiment un gros sujet. Gros sujet également sur la pression scolaire croissante et qui a vraiment des conséquences importantes. Les enfants doivent déjà s'orienter de plus en plus tôt, pas dès la maternelle, mais de plus en plus tôt. L'instauration du contrôle continu induit un stress permanent. Pour de nombreux adolescents, Parcoursup, c'est un véritable mur, une épreuve d'autant plus difficile à surmonter lorsqu'ils ne peuvent compter sur le soutien de leurs parents. Dans ce contexte, le refus scolaire anxieux est en constante augmentation depuis plusieurs années. Bien sûr, les violences physiques et sexuelles subies dans l'enfance constituent un facteur majeur de souffrance psychique avec des conséquences durables sur le développement. Enfin, cela a été dit également, le milieu économique, familial, social joue un rôle déterminant. La précarité est un puissant facteur de vulnérabilité psychologique. La situation des familles en grande difficulté est particulièrement alarmante avec une augmentation de 120% du nombre d'enfants à la rue, dont beaucoup ont moins de 3 ans.
Les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont aussi bien plus exposés au risque de dépression, troubles post-traumatiques, idées suicidaires, échecs scolaires et plus tard, difficultés d'insertion sociale et professionnelle. La moitié des mineurs de l'ASE souffrent de troubles psychiques, soit 5 fois plus que la moyenne nationale. Ils représentent actuellement 30% des admissions aux urgences psychiatriques. Face à ce constat alarmant, plusieurs intervenants ont souligné la nécessité d'un suivi spécifique et renforcé pour ces enfants particulièrement vulnérables. Alors, nous n'avons pas encore terminé nos auditions. Cette mission d'information va continuer encore durant 2 mois. Mais je peux déjà vous dire qu'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer la prise en charge de la santé mentale des mineurs. L'offre de soins en pédopsychiatrie souffre de faiblesses anciennes, structurelles, mises en lumière par les effets délétères de l'épidémie de la Covid-19 sur la santé mentale des jeunes. Ce qu'il ressort de nos auditions, c'est l'urgence à agir pour renforcer la prévention, la gradation des soins, la formation, pour réduire les inégalités territoriales, pour fluidifier les parcours de soins et pour faire enfin de la santé mentale une priorité transversale portée par tous les acteurs. La santé mentale des enfants et des adolescents ne peut plus être reléguée à la marge. C'est un enjeu majeur de société. Je sais que vous en parlerez beaucoup cet après-midi et je suivrai avec beaucoup d'attention vos conclusions qui seront prises en compte dans cette mission d'information. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Madame la députée. On va vous laisser rejoindre l'Assemblée et les difficiles discussions aussi sur la fin de vie. Et embrayer tout de suite sur la courte vidéo de Perrine Goulet, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui physiquement, mais qui nous laisse un petit mot. Mesdames et messieurs, chers professionnels de santé, de l'enfance et de l'éducation, bonjour à tous. Je vous adresse tout d'abord mes salutations les plus chaleureuses et mes remerciements sincères pour votre invitation. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais absolument à m'adresser à vous en ce début de colloque, tant les sujets que vous allez aborder sont cruciaux. C'est un honneur en tant que présidente de la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale de pouvoir ouvrir ce colloque, même à distance, car les enjeux que vous allez aborder sont au cœur de notre mission collective, celle de garantir à chaque enfant, où qu'il vive, quelles que soient ses origines ou ses conditions de vie, un développement harmonieux dans un environnement qui le protège, le soutient et le soigne. Il y a dans notre société une prise de conscience de plus en plus vive que la santé de nos enfants est aujourd'hui mise à l'épreuve. Cette prise de conscience est déjà une première avancée, mais elle ne suffit pas. Elle appelle à des engagements forts, à des politiques publiques audacieuses et à une coordination active de tous les acteurs de terrain. D'abord, la question cruciale de la santé mentale des enfants. Longtemps reléguée au second plan, parfois même minimisée, voire ignorée, la santé mentale des plus jeunes est aujourd'hui l'un des signaux les plus préoccupants que nous devons entendre. Ces dernières années, plusieurs indicateurs sont alarmants. Une augmentation des troubles anxieux et dépressifs chez les enfants et les adolescents. Une hausse des comportements à risque. Un recours accru aux consultations en pédopsychiatrie avec, hélas, des délais d'attente qui restent souvent bien trop longs. Et un mal-être qui s'exprime parfois dans le silence, parfois sur les réseaux sociaux, parfois par le retrait ou l'agressivité de ces enfants. Il est urgent de comprendre que ces souffrances ne sont pas des caprices et qu'elles ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Nous devons mettre en place les moyens pour accompagner ces enfants rapidement. Ensuite, la surexposition aux écrans, qui, on le sait, un facteur aggravant. Les enfants passent plusieurs heures par jour devant les écrans, parfois dès le plus jeune âge. Cela modifie leurs repères, leur rythme biologique, leur capacité d'attention, leurs relations sociales. Et ce n'est pas tant l'écran lui-même qui est à blâmer, mais bien ceux qui le regardent. Ils ont besoin, dans cet usage, d'être encadrés, régulés, pour lutter contre l'enfermement algorithmique dans lequel les plongent les plateformes. Et le rôle des parents est primordial. Bien entendu par le dialogue avec l'enfant pour poser un cadre et en mettant en place les outils qui existent comme les contrôles parentaux. Mais souvent, les parents ne savent pas comment mettre en place ces outils ou sont démunis face à leur enfant qui réclame toujours plus d'écran. Une politique de soutien à la parentalité sur cette question et un renforcement des apprentissages à l'école est une nécessité à laquelle il va falloir faire face. Cela s'ajoute au harcèlement scolaire, social ou en ligne, qui touche un nombre croissant d'enfants et d'adolescents. Derrière chaque situation de harcèlement, il y a un enfant blessé, parfois brisé. Et bien souvent, il y a aussi un entourage qui ne sait pas comment réagir, qui se sent démuni. Alors oui, l'école a progressé sur la prise en charge du harcèlement, mais comme celui-ci ne s'arrête plus aux portes de l'école, c'est à nous tous d'agir. Notre société doit apprendre à écouter les enfants, à leur donner la parole sur leur mal-être
et à leur offrir des espaces sûrs pour dire ce qu'ils ressentent. Ensuite, vient le deuxième axe majeur de vos travaux, l'alimentation, la lutte contre la malnutrition et la prévention de l'obésité infantile. La santé physique et la santé mentale sont indissociables et l'alimentation est au cœur des deux. Nous le savons, la malnutrition infantile ne se résume pas à la sous-alimentation. Elle comprend aussi souvent la suralimentation, les carences, la pauvreté nutritionnelle. Et ses conséquences sont graves. Obésité précoce, diabète, troubles du comportement alimentaire, mais aussi inégalités scolaires et sociales, car l'alimentation conditionne l'attention, l'énergie et la capacité d'apprentissage. Mais je veux souligner les efforts remarquables qui sont menés par tant d'acteurs sur le terrain. Les collectivités locales, avec le travail dans les cantines scolaires, les agriculteurs engagés auprès des acteurs pour fournir des aliments de qualité, l'école, avec des enseignants qui œuvrent à travers des projets pédagogiques pour former les enfants, sans oublier les aides mises en place par l'État avec les petits déjeuners gratuits ou la cantine à 1 €. Mais là encore, il nous reste du chemin. Nous devons aller plus loin, plus vite, agir à la racine, c'est-à-dire dans les familles, dans les crèches, dans les écoles, là où les habitudes alimentaires se construisent. Et il nous faut le faire sans culpabiliser, sans stigmatiser, mais dans l'accompagnement, la bienveillance et la valorisation des bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, face à ces deux grands défis, la santé mentale et l'alimentation, notre ambition doit être claire, créer un véritable environnement de santé globale pour les enfants. Un environnement qui les protège, les éduque, les nourrit, les écoute et les valorise. Un environnement qui considère que chaque enfant mérite de grandir entouré, respecté, en sécurité, en confiance. Et cette ambition ne peut être portée que collectivement. Elle implique l'État, bien sûr, mais aussi les collectivités territoriales, les professionnels de terrain, les associations et bien entendu les familles et les enfants eux-mêmes. C'est la richesse de cette rencontre. Rassembler les voix et les expertises pour réfléchir ensemble, partager vos solutions concrètes et bâtir des ponts entre les disciplines. Alors je vous remercie profondément pour le travail que vous accomplissez. Vous êtes les sentinelles de la santé des enfants de demain et vous pourrez continuer à compter sur moi et sur la délégation aux droits des enfants pour œuvrer au service de nos enfants. Je vous souhaite des échanges riches, des idées fécondes et surtout l'élan de continuer ensemble à faire progresser les droits de l'enfant dans notre pays. Je vous souhaite un bon colloque.